Il y a quelques jours, nous avions fait une vidéo sur les flops du mercato et je vous avais dit qu'il y allait avoir une vidéo sur les tops du mercato. On va reprendre un peu la même rengaine, hein. On va parler de 15 tops du mercato. Alors là aussi, on va peut-être pas tirer des conclusions hâtives. Ça se trouve, ils vont faire 6 mois extraordinaires et puis par la suite, malheureusement, ça va un peu s'essouffler. Bon, c'est vrai que c'est assez rare que ce soit dans ce sens-là en général. Quand les 6 premiers mois sont bons, le reste est tout de même très bon. C'est rare, enfin, il y a des contre-exemples bien entendu, mais c'est quand même plus facilement l'inverse où les 6 premiers mois sont difficiles et ça se passe mieux que l'inverse. Bref, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo. Et aujourd'hui, donc comme vous l'avez compris, on va parler de 15 tops, on avait pris 15 flops, donc là on va prendre 15 tops. Alors il y en aurait pu en avoir vraiment beaucoup pour le coup, il y a eu vraiment des bons coups dans ce mercato. On s'arrête à 15 pour pas faire une vidéo qui est vraiment trop longue. Je vais quand même vous en citer quelques-uns lors de la vidéo pour dire pourquoi j'ai pris certains et pas d'autres, pour que voilà, ça fasse une liste un peu plus grande, mais on rentrera pas dans le détail. N'hésitez pas à vous me dire en commentaire, comme d'habitude, hein, quels sont pour vous les tops, hein, que ce soit dans votre club ou alors que ce soit de manière générale. Ça m'intéresse fortement et c'est toujours bienveillant, donc merci pour vos retours. J'en profite, je reste dans les remerciements pour vous remercier sur la force sur la dernière vidéo. Là, à l'heure où je tourne, on est à 16 000 vues, c'est assez fou en quelques jours. Pour la taille de la chaîne, c'est vraiment top. Il y a énormément de gens qui se sont abonnés comme demandé, c'est trop cool. Je vous avais dit, hein, dans la dernière vidéo qu'on visait les 14 000. Et ben, on peut presque espérer les 15 000, hein, alors pour la fin d'année. Franchement, c'est assez fou. Merci beaucoup en tout cas pour la force. Donc si jamais vous regardez la vidéo et que vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à liker. Et également, ça apporte énormément pour le développement de la chaîne. En tout cas, merci beaucoup pour la force dernièrement, c'est vraiment trop cool. Ça me donne vraiment envie de faire plein de choses pour 2024, donc franchement, un grand merci. Et c'est parti, on va tout de suite commencer par le premier transfert. On va commencer par un transfert en Bundesliga et je pense que vous savez de qui je vais parler d'Harry Kane. Harry Kane qui est arrivé quand même pour une grosse somme, hein, même si c'est assez logique vu tout le bagage du monsieur. Bon, bah pas le palmarès parce que malheureusement il joue pas forcément dans le club où c'était le plus simple pour gagner des trophées. Mais Harry Kane, voilà, à Tottenham l'année dernière il marque 30 buts hein, dans une équipe de Tottenham qui était vraiment en difficulté. C'est pas le Tottenham de cette saison, hein. Donc c'était vraiment une puce qu'une belle perf et c'est vrai que quand on le voit arriver au Bayern, on se dit bon déjà que bah vu qu'il est en Bundesliga, même si moi je fais pas partie des partisans qui disent que marquer en Bundesliga c'est facile, même si c'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs, notamment Guirassy par exemple, qui marque énormément, et c'est surprenant. On peut penser aussi à Anthony Modeste il y a quelques années, mais c'est plutôt une appropriation tactique où les joueurs sont vraiment forts pour l'Allemagne et c'est pour ça que ça marche plutôt bien. On pourrait en faire un débat en vrai, une vidéo complète, mais c'est vrai que quand Harry Kane il arrive, on se dit qu'Harry Kane servi par Leroy Sané, Jamal Musiala, Thomas Muller, Kingsley Coman pour citer que, ah bah ouais, là on se dit que franchement ça va tout péter, c'est une certitude. Bah franchement ça n'a pas manqué, ça a vraiment été plus que bon, hein. 15 matchs de Bundesliga, 21 buts en 15 matchs de Bundesliga, 5 passes décisives hein, tout de même, c'est assez fou. Le pire c'est que le Bayern n'est même pas premier parce que bah voilà, Leverkusen est en train de faire un véritable exploit, mais c'est vraiment une adaptation qui est parfaite, hein. On s'attendait pas, enfin si en fait on s'attendait un peu que ce soit aussi bon, mais bon, il y a aucune certitude dans le football, mais là Harry Kane c'est vraiment brillant ce qu'il fait, franchement chapeau, faut pas je pense banaliser ce genre de performance, hein. Je comprends effectivement que quand on a un grand attaquant et qu'on arrive au Bayern, bah oui, on marque des buts, ça c'est une certitude quand on est servi par ces joueurs-là. C'est vrai qu'on peut aussi dire que tactiquement, c'est pas le championnat peut-être le plus défensif, ça c'est une vérité, sans manquer de respect à la Bundesliga, et c'est clairement pas moi qui vais manquer de respect à ce championnat. Vraiment, c'est absolument parfait ce qu'il fait, c'est bluffant, donc bravo Harry Kane pour ça, c'est plus qu'une bonne pioche, hein. Bon après 95 millions d'euros, heureusement quand même que ça a marché, mais en tout cas bravo. On va voir comment ça se passe après à la Ligue des Champions. Moi j'en fais un de mes outsiders. Moi, je vais pas changer parce qu'en début de saison, j'avais dit que je voyais City. C'est vrai qu'en ce moment, on n'est pas vraiment dans la meilleure forme de City, dans la meilleure version. Mais pour moi, le deuxième, ça pourrait potentiellement être le Bayern, le deuxième favori en tout cas. Donc voilà, si Harry Kane arrive à faire une belle Bundesliga, même si honnêtement, je souhaite plutôt que ce soit les Leverkusen pour le changement qu'il soit champion, mais que le Bayern arrive à être champion de la Ligue des Champions et que l'Angleterre fait quelque chose à l'Euro, et bah au classement du Ballon d'Or, je pense qu'Harry Kane il sera plutôt bien classé. Donc voilà pour Harry Kane, bravo pour ça en tout cas. On va passer à un autre Anglais, lui qui joue du côté de Tottenham, c'est James Maddison. Bon lui c'est vrai qu'il est blessé depuis le début novembre, mais à mon sens son arrivée elle est vraiment excellente. Il a complètement métamorphosé le jeu, alors il n'y a pas que lui bien entendu, il y a l'arrivée de l'entraîneur Postecoglou qui a vraiment beaucoup aidé pour donner un nouvel élan à cette équipe de Tottenham qui en avait clairement besoin après les années assez difficiles, après Pochettino dirons-nous, hein, quel que soit l'entraîneur, que ce soit Nuno Esposito Santo, que ce soit Conte surtout vers la fin, ou que ce soit après c'est Ryan Masson ou encore son intérimaire dont j'ai oublié le nom.
Mais là, c'est vrai que Tottenham brillait vraiment en début de saison. Bon, ils sont toujours bons, hein, attention, mais il y a quand même quelques blessures qui freinent un peu la saison vraiment excellente de Tottenham, même si ça reste une très très belle saison, attention. Hein. Mais on avait vraiment un démarrage sur les chapeaux de roue, et c'est vrai que Maddison, c'était clairement le meneur de jeu de cette équipe, et il était absolument bluffant. J'avais fait une vidéo sur les joueurs qui allaient descendre en deuxième division anglaise et qui devraient retourner ou être en première division. Maddison était dedans. Je n'imaginais pas un club comme Tottenham se positionner sur lui, pour être tout à fait transparent, et ça porte ses fruits. Il est vraiment trop fort. Moi, je suis très fan de Maddison. Malheureusement, il a un petit bémol, c'est qu'il est quand même relativement fragile, et c'est pourquoi là il a manqué quelques matchs, et c'est dommage parce que c'est un joueur qui apporte tellement une vision du jeu franchement assez énorme. Pour moi un des top 10, top 15 mondiaux au niveau vision du jeu, vraiment, hein. Je pense pas m'enflammer en disant ça. La qualité de passe est vraiment très bonne. Il a cette capacité également à marquer des buts, même si c'est vrai qu'il aurait peut-être une tendance à... Ce serait peut-être bien s'il se projette encore un peu plus dans la surface. Après c'est pas dans sa palette technique, mais je pense qu'il pourrait le faire. En tout cas, bravo à James Maddison, j'espère qu'il reviendra rapidement sur les préverts. C'est un joueur moi qui me plaît, moi j'avoue être assez fan des numéro 10 dans ce style, et voilà, c'est un peu numéro 10 à l'ancienne, même si je trouve que c'est un mot un peu fourre-tout, et pour le coup Maddison c'est pas Riquelme non plus, faut pas déconner. Mais ouais, c'est un joueur qui est un peu, je trouve, un peu hors du temps avec cette technique. En tout cas, je trouve que ça colle parfaitement à ce que Postecoglou veut mettre en place, et pour ça, bravo à Maddison pour ce début de saison, et on espère le revoir très rapidement. J'ai pas forcément trouvé jusque quand il était blessé, mais il me semble qu'il reviendra pas avant janvier, février, donc on verra comment ça se passe pour Maddison, mais en tout cas bravo pour l'acclimatation. On reste en Angleterre et on va parler d'un joueur qui est sur la miniature, et on va parler de Szoboszlai, Dominique Szoboszlai, qui est arrivé pour 70 millions d'euros en provenance du Rasenballspor Leipzig. J'aurais pu mettre McAllister également, même si je préfère Szoboszlai pour être honnête sur le début de saison. Bon, c'est un profil qui est complètement différent, hein. McAllister a peut-être plutôt un boulot dans l'ombre, et je trouve que Szoboszlai c'est un peu plus acclimaté. Je reprécise parce qu'il faut nuancer les propos. Je dis pas que McAllister a raté son début de saison, hein, bien au contraire. Je trouve que Szoboszlai, vraiment, on a l'impression que ça fait 3 ans qu'il est là, quoi. C'est assez fort ce qu'il fait. Alors, si on doit être tout à fait transparent et honnête, son mois de décembre, il est loin d'être excellent. On va quand même prendre des pincettes. Franchement, depuis quelques matchs, je suis un peu déçu par ce que fait Szoboszlai. Alors, j'ai pas eu le match contre Arsenal parce que malheureusement j'étais occupé. Mais en tout cas, les matchs qu'on a vus lors du mois de décembre, c'est vrai qu'on pouvait quand même s'attendre à mieux concernant Szoboszlai. Mais en tout cas, c'est quand même un très bon début de saison. Il joue quand même dans un poste, alors que c'est un poste qu'il a déjà occupé à Leipzig et également en Hongrie. Mais ça reste un poste quand même dans une, on va dire dans une tactique qui est quand même relativement différente. On lui demande quand même d'être un peu plus le créateur du jeu dans le cœur du jeu, et je trouve qu'il s'acclimate vraiment très bien à cette équipe de Liverpool, qui est quand même une équipe qui était tout de même relativement en reconstruction, hein. L'année dernière c'était assez compliqué. Le milieu a changé, notamment avec McAllister, comme je l'ai dit. Donc c'est vraiment une belle force ce qu'a fait Szoboszlai là lors de ce début de saison, et bravo à lui pour cette acclimatation, parce que c'est loin d'être anodin, et s'intégrer comme ça à Liverpool. Bon, même si Klopp il est fort pour intégrer les joueurs, pour le coup ça c'est vraiment un de ses points forts. Mais franchement, chapeau à lui pour ce début de saison. Bon, le quatrième, on va être obligé d'en parler. Je pense que quand vous... Bah, déjà, il est sur la miniature, donc forcément, vous savez qu'on va en parler. Mais on est obligé de parler de Jude Bellingham au Real, hein. Que dire? Que dire sur Jude Bellingham? 13 buts en 16 matchs, alors que le mec, bon, il joue milieu. 4 buts, 3 passes décisives en 5 matchs avec des champions. C'est absolument stratosphérique ce qu'il nous fait de Jude Bellingham, hein. On a l'impression que jouer au Real Madrid, arriver au Real Madrid, en fait, c'était fait pour lui. Alors que c'est un contexte qui est quand même vraiment très dur, hein. Énormément de joueurs se sont cassés les dents en arrivant au Real Madrid lors de leur première saison. Lui, il est là, il arrive. Il joue en 10, alors il avait les capacités pour jouer 10, hein, pour le coup. Quand il jouait milieu central à Dortmund, on voyait très bien que il avait cette possibilité de marquer les buts et tout ça, même s'il se retrouvait quand même moins au but, mais c'était un joueur qui était quand même vraiment excellent, et là c'est tout simplement fou ce qu'il fait. Franchement, c'est vraiment incroyable. Faut vraiment pas minimiser ce genre de performance, hein. Je sais que dans la communauté foot, on a plutôt tendance à mettre des superlatifs à tirer l'arigot, expression pas dite depuis 1960, mais c'est un joueur qui est... Bon, franchement, il est vraiment trop fort, c'est fou. Franchement, c'est fou. Pourtant, moi, je le suivais quand même pas mal à Dortmund, et il était déjà très bon, mais là, ce qu'il est capable de faire, c'est énorme. Et même, il a même joué milieu gauche dans certains matchs, hein. Je l'ai vu contre l'Union de Berlin, là, en Ligue des Champions, où c'est un 4-2-2-2 de mémoire, avec José Lu Rodrigo devant, où il s'est joué son côté gauche, et ça a loin d'être mauvais. Et même contre Villarreal, où c'est un 4-2-3-1, où il gagne 4-1. Lui, il joue à gauche, c'est Brahim Diaz qui est en 10, et il y avait un attaquant devant, je crois que c'était Rodrigo à nouveau de mémoire. Et ça s'est très bien passé.
Donc franchement, bravo Jude Bellingham. D'ailleurs, il y a son petit frère qui apparemment fait des belles choses également du côté de Sunderland en Championship. Moi, lui, j'ai du mal à me dire qu'à un moment ça va baisser. Alors forcément, il aura pas cette continuité, hein. Et en vrai de vrai, s'il marquait plus de buts et plus de passes décisives là cette saison, être un milieu de terrain avec 13 buts en championnat plus 4 en Ligue des Champions, ça, en fait, ce serait des belles stats. Ce serait des super stats. Sauf que lui, il les a déjà fait en une moitié de saison, donc franchement, bravo. Et on parlait de Kane, et on peut se faire le même constat avec Bellingham, hein. Si le Real va loin en Ligue des Champions et l'Euro, ils font quelque chose, ah bah Bellingham, il sera clairement dans l'équation sur le Ballon d'Or, hein. Ça, c'est une certitude. Mais en tout cas, chapeau. Je vais paraphraser ce qu'avait dit Chronique Foot, hein. N'hésitez pas à le suivre d'ailleurs, si vous, je pense que vous le connaissez, hein. C'est quand même un YouTuber connu. Lui, il disait que c'était la meilleure intégration depuis CR7. Et même statistique, je crois, il disait. Et en fait, il a totalement raison. Franchement, c'est vraiment trop fort ce qu'il fait. Après avoir parlé du Real Madrid, on va parler de Monaco. Et si je vous montre ces maillots, c'est qu'ils m'ont été envoyés par le sponsor de cette vidéo, qui est un bon maillot. D'ailleurs, ce maillot aussi de la Fiorentina que je porte, il m'a été envoyé par eux, hein, donc un grand merci pour ça, pour avoir sponsorisé cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'un bon maillot? C'est un site français qui vend différents types de box mystères, qui comportent des maillots authentiques, et je précise bien authentiques, c'est assez important. Il y a plusieurs types de box sur leur site, c'est ce que j'aime beaucoup. Notamment la box mystère du gamer, que je trouve vraiment excellente. En fait, vous pouvez par exemple choisir une box FIFA 4 étoiles ou plus, ça vous met que des équipes qui ont 4 étoiles ou plus dans FIFA, donc ça vous met forcément des clubs quand même assez huppés et intéressants. Donc pour les non-hipsters qui ne veulent pas de maillot de Klaxvik par exemple, c'est vraiment un concept qui est sympa. Il y a également un concept, hein, tel père, tel fils ou fille, ou si vous êtes parent et que vous voulez aussi vous faire plaisir tout en faisant plaisir à l'enfant, et bah franchement c'est vraiment une superbe idée. En tout cas je vous mettrai le lien en description ainsi que sur le commentaire épinglé, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Si vous avez un peu d'argent qui vous reste à Noël ou si vous voulez faire plaisir, vous n'avez pas encore vu Tonton Vincent par exemple, alors vous pouvez lui acheter une petite box, hein, si vous le voyez qu'en janvier, ça lui fera forcément plaisir. Et sachez qu'en plus de ça, on vous a régalé, on vous a mis un petit code FLOCO10 hein, où vous bénéficiez de 10% sur votre commande, donc voilà, n'hésitez pas si ça vous intéresse, ça soutient la chaîne et ça vous permet de vous faire un vrai kiff. En tout cas, vraiment un grand merci à Bon Maillot qui m'ont vraiment envoyé ces 3 maillots là qui sont vraiment super sympas. Franchement, merci à eux, c'est vraiment super d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et donc on retourne sur le vif du sujet et on va parler de Monaco et on va parler de Zakaria. Alors j'aurais pu parler de Singo, je suis totalement d'accord, mais je vais me pencher sur Zakaria car il a eu des moments quand même difficiles dans sa carrière après avoir quitté Gladbach. Alors que moi c'était un joueur en Bundesliga que j'adorais énormément. Des petits soucis d'acclimatation, que ce soit à la Juve ou que ce soit à Chelsea. Et il se relance vraiment très bien, ça fait plaisir, il est vraiment bon au milieu. Il se retrouve aussi pas mal à jouer en défense centrale où il est assez excellent. Ça fait plaisir de le revoir à ce niveau, c'était un joueur qui avait vraiment quelque chose en plus. Et c'est vrai qu'on commençait un peu à avoir des doutes concernant le Suisse, parce que comme je vous ai dit, à Chelsea et à la Juve, ça a été plus que difficile. Et là, Monaco retrouve un entraîneur qu'il connaît bien, car c'était son entraîneur à Gladbach, à Die Hutter. Et bah ça marche très bien, et on voit un Zakaria qui est vraiment une belle satisfaction de cette saison Ligue 1. Moi je l'aime vraiment en deux postes, hein, que ce soit défenseur central ou que ce soit 6. Je trouve que dans les deux cas, il est vraiment très bon. Surtout à côté de Fofana, où je le trouve vraiment excellent. Bon là, on a plutôt mis dans l'axe, parce que défensivement, c'était peut-être un peu plus compliqué par moment. Et il y avait quelques blessures notamment, et c'est vrai que Mohamed Camara au milieu répondait par moment présent à côté de Fofana également, donc c'était peut-être plus tactique pour pouvoir mettre Zakaria derrière, mais en tout cas il est bon aux deux postes, et ça c'est quand même à souligner. Je pense qu'il va rester lors de la CAN, parce que Singo va partir, Salissou également va partir, donc je pense que Zakaria il va faire quand même quelques matchs en défense centrale, même si c'est vrai qu'il y a Mohamed Camara qui part également, donc comment ça parle, comment ils vont recruter, ça parle de Lilian Brassi à Monaco, donc je sais pas si ça se fera ou pas. Pour l'instant on est qu'au statut de rumeur, on est que le 26 décembre quand je tourne, mais en tout cas c'est un joueur qui me semble très intéressant, et c'est une très belle recrue de la part de Monaco. On va retourner en Première Ligue et on va parler de Jérémy Doku à City, qui a mis 2 buts, a fait 5 passes décisives en 11 matchs. Il est arrivé pour 60 millions. Moi, je trouvais que c'était une belle vente de la part du Stade Rennais. Alors, je fais pas partie de la team Doku était un tout droit, hein, parce que je regardais les matchs du Stade Rennais. Mais j'étais plutôt un peu sceptique, c'est parce que Doku, il a quand même loupé beaucoup de matchs à Rennes. J'en avais parlé dans quelques vidéos sur Rennes. C'est un joueur qui a vraiment énormément de talent. J'avais du mal à le voir un peu sous Guardiola, même si bon, quand Guardiola prend un joueur, en général, c'est pas pour rien. Et finalement, je trouve que tactiquement, il a réussi à apporter quelque chose d'un peu différent dans le système de Guardiola, je le trouve vraiment très bon. Il apporte toute cette verticalité, ce qui donne un élan différent à cette équipe de Manchester City. Et ouais, franchement, il fait vraiment un bon début de saison et c'est une vraie satisfaction. C'est un des joueurs qui m'a le plus fait vibrer cette année, enfin en ce début de saison. Je suis vraiment content de le voir comme ça et c'est vrai que qu'il continue à faire mal comme ça parce que pour la Belgique, ça va être un vrai plus pour l'équipe de la sélection belge, pardon, qui est un peu dans on va dire, un moment de transition, si je puis dire. Et ça va faire du bien d'avoir un joueur aussi bon que Jérémy Doku dans son effectif. En tout cas, bravo à Doku pour cette acclimatation et ce début de saison qui est plus que correct.
On va mettre un petit joueur du PSG dans cette vidéo tout de même, et j'avais envie de parler de Lucas Hernandez, que je trouve loin d'être mauvais cette saison. Il a plutôt joué en défenseur gauche, on va dire la plupart du temps, il me semble qu'il y a 1 ou 2 matchs en défense centrale, peut-être plus, dites-moi en commentaire, mais de mémoire, il a quasiment joué tout en défenseur gauche, et je le trouve vraiment très intéressant. Alors Lucas Hernandez, on le connaît en équipe de France, à gauche, on sait qu'il est capable de jouer à ce poste-là, mais c'est vrai que il a quand même été pour moi plutôt recruté pour jouer différemment, pas en défenseur gauche, mais avec la blessure de Nuno Mendes, et puis il risque d'y en avoir pas mal, c'est vrai qu'avoir Hernandez à disposition capable de sortir ce genre de performance à gauche, c'est quand même une belle perf. Alors, il a vraiment été très très bon en septembre, et je trouve que ça a été un peu décrescendo. Là, il y a eu quelques matchs où ça a été peut-être un petit peu plus compliqué, sans dire mauvais, mais plus compliqué. Mais c'est un joueur qui répond présent, c'est un soldat, je trouve qu'il a beaucoup de personnalité, il n'hésite pas à aller au duel, il a cette niaque, je trouve que ça fait du bien, surtout dans cette défense centrale, enfin dans cette défense, pardon, où on a par exemple Skriniar et Marquinhos qui ont peut-être cette tendance à paraître un peu frileux. Je trouve qu'avoir Hernandez un peu comme ça en bon soldat, ça reste une belle alternative et une bonne chose d'un point de vue caractère. En tout cas, bon voilà, il a été recruté 45 millions d'euros, ce qui est une somme quand même relativement correcte, même si je crois que le salaire est assez énorme. Mais il y avait également des risques de blessures concernant Lucas Hernandez, et finalement tout va bien, et c'est une belle chose de l'avoir tenté de la part du PSG. En tout cas, bravo pour l'instant, c'est un beau coup. On verra par la suite comment ça se passe, si son corps le laisse tranquille, mais ça me semble être pour l'instant être une très très bonne recrue. On va rester en Ligue 1 et on va parler d'un de mes coups de cœur cette saison. C'est Nabil Bentaleb au LOSC. Je suis vraiment trop content de sa saison. C'est un joueur que moi j'aimais plutôt du côté de Schalke. J'ai toujours trouvé que c'était un milieu qui était vraiment intéressant avec une belle palette technique. Malheureusement Schalke ça a été quand même assez compliqué, mais c'était surtout le club que lui. Donc c'était pas forcément simple pour briller. Il s'est retrouvé à Angers, où l'année dernière Angers, alors je vais pas manquer de respect à Angers. Je suis très content d'ailleurs ce qui se passe en ce moment à Angers. Et j'en profite également pour exprimer une pensée au coach d'Angers qui vit un moment difficile. Mais c'est un joueur qui, déjà à Angers, je trouvais qu'il arrivait à survoler dans ce marasme ambulant. Et là, franchement, c'est assez bluffant ce qu'il fait du côté du LOSC. Je le trouve assez incroyable. Il fait une meilleure saison que Benjamin André pour moi. Il y a presque pas de débat pour moi, je le trouve vraiment fort. Je l'ai mis moi dans mon 11 type du début de saison de Ligue 1 et j'ai vu que j'étais pas le seul, d'autres l'ont fait. Ouais, c'est vraiment trop fort là. Le match qui sort encore contre le PSG, il est excellent. Contre l'OL, il a surpassé. Bon, après l'OL, voilà. Mais vraiment, c'est un joueur, un 6 qui est complet, qui a fait oublier André Gomes aussi. C'est vrai que je l'ai pas précisé, mais quand André Gomes est parti, on s'est dit mais comment le LOSC va faire sans André Gomes? C'est un joueur qui est tellement important. Et au final, il est tout simplement stratosphérique. En tout cas, bravo à Bentaleb parce que, voilà, passer de Angers à Lille, revenir chez lui, parce que c'est un Lillois, Bentaleb, il vient du quartier d'Oisem à Lille. Réussir à briller comme ça, franchement, c'est super fort et on espère pour le LOSC que ça va continuer. En tout cas, c'est vraiment une super pioche. Et il est dans la tactique de Fonseca, il est absolument parfait à côté d'André. Sûrement peut-être le deuxième meilleur paire de milieu de Ligue 1. Un autre joueur également qui est une bonne surprise pour moi, c'est Marcus Thuram, qui est arrivé à l'Inter, qui a que 26 ans d'ailleurs. J'étais assez surpris en faisant la vidéo de son âge. C'est vrai qu'il a commencé jeune à Guingamp. J'ai l'impression de le voir depuis pas mal d'années, mais c'est vrai qu'il n'était pas si vieux à Guingamp. Il a même été à Sochaux, je crois, avant. Je sais plus. Mais il me semble. En tout cas, moi, je l'ai connu à Guingamp. Et c'est une super surprise. Sa complémentarité avec Lautaro Martinez est absolument excellente. Dans ce système à 2 pointes, je trouve que ça lui correspond bien. Et c'est pourquoi je mettrai un bémol sur l'utilisation de Marcus Thuram en 9 en équipe de France, même si Mbappé aime bien se rapprocher un peu de l'axe, mais en équipe de France c'est pas forcément le cas, et du coup le laisser seul en 9, je suis pas sûr que ce soit la meilleure équation. Après Deschamps fera les bons choix, ça j'en doute pas. En tout cas, si on reste sur l'Inter et sur le prisme Serie A, c'est quand même 17 matchs, 7 buts et 9 passes décisives, c'est vraiment un très très bon bilan statistique. Comme je disais avec Lautaro, franchement ils se comprennent trop bien. Joueur qui arrivait gratuit, j'ai pas précisé quand même, il est arrivé libre à l'Inter. Quand il est arrivé libre, déjà c'était une belle affaire parce que sa valeur marchande était de 32 millions. Là aujourd'hui, selon Transfermarkt, elle est de 55 millions. Donc franchement, bravo à Marcus pour ce début de saison à l'Inter qui est franchement plus que réussi. Surtout que passer de l'Allemagne à l'Italie, pour le coup, d'un point de vue tactique, c'est quand même vachement différent. Bon, il arrive à l'Inter qui est en pleine bourre et qui est vraiment une superbe équipe. D'ailleurs, si vous regardez pas l'Inter, je vous le conseille, franchement, c'est un peu un régal. Et Marcus Thuram, c'est assez fort ce qu'il fait. On verra comment ça va se passer en Ligue des Champions pour lui contre l'Atlético de Madrid. On verra comment ça va se passer la fin de saison, même si pour moi l'Inter, j'ai du mal à aller voir à une autre place que champion. Mais même si la Juve n'est pas si loin, mais quand même, j'ai du mal à imaginer l'Inter se faire doubler. En tout cas, Marcus Thuram, voilà, bravo pour ce début de saison qui est vraiment excellent.
On va retourner en Allemagne, on va parler du Bayer Leverkusen, on va parler dans un premier temps de Grimaldo. Oui, je vous dis dans un premier temps parce qu'il y en aura un deuxième juste derrière. Et Grimaldo, il fait une saison, lui aussi il est arrivé libre hein, d'ailleurs. Ce poste de piston lui va à merveille. C'est vrai que en défense à 4, il avait certaines lacunes, notamment en Benfica. Hein. C'est pourquoi d'ailleurs Benfica le laisse partir libre, même si je pense qu'ils auraient peut-être pu essayer de le faire. Après, je connais pas forcément comment bosse Benfica, ils ont plutôt tendance à bien vendre leurs joueurs. Donc s'ils ont pas vendu Grimaldo, c'est qu'il y avait sûrement des raisons. Notamment peut-être Grimaldo qui ne voulait pas être vendu et qui voulait finir sa saison. Enfin bref. Mais Grimaldo, ouais, en piston, il est vraiment excellent. Il fripong hein, du coup de l'autre côté. Il est parfaitement collé à la tactique de Xabi Alonso et ce qu'il nous fait, c'est absolument excellent. Pas étonnant qu'il ait été appelé en Espagne hein, pour la première fois en novembre, c'est plus que mérité. Bravo à Grimaldo en tout cas parce que c'était un poste un peu différent de ce qu'il pouvait faire et réussir à le faire en tout cas, même si c'est vrai que les gens qui suivent bien le championnat portugais m'ont dit que c'était pas forcément étonnant qu'en piston il soit très très bon, mais ouais franchement il est vraiment excellent, donc bravo à lui. Et le deuxième joueur, alors j'aurais pu parler de Granit Xhaka, qui est arrivé de Arsenal et qui fait vraiment un très très bon début de saison avec Leverkusen et il apporte énormément. Mais j'aurais pu parler d'Hoffmann également, qui est arrivé en provenance de Gladbach, qui lui aussi fait oublier un autre joueur qu'on va évoquer après, donc c'est pour ça que j'en parle pas. On va parler de Boniface à Leverkusen, qui est vraiment très très bon, et il pourrait même encore être meilleur, et c'est ça qui est assez fort avec Boniface, c'est que en fait le potentiel il est complètement dingue. Que là en Bundesliga c'est 16 matchs, 10 buts et 7 passes D, parce qu'il participe quand même beaucoup au jeu, Boniface. Il est également très très bon hein, pour remettre un peu d'eau au but, par exemple à Florian Wirtz. Et Boniface, il fait pas mal de mauvais choix par moment dans les matchs. Il y a des matchs où il est vraiment un peu moins bien et pourtant il a quand même ses statistiques et ça montre donc tout le potentiel du joueur qui est arrivé en provenance de l'Union Saint-Gilloise hein, et ouais c'est franchement il est vraiment très très fort, super coup, 20 millions que Leverkusen ont dépensé. Pour les plus anciens de la chaîne, je l'avais proposé au LOSC moi pour remplacer David, bon voilà. Dommage, mais Boniface, ouais, c'est très 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 fort. Franchement, chapeau à ce début de saison. Pareil, hein, passer de l'Union Saint-Gilloise à Leverkusen, même si Leverkusen, c'est un projet solide avec un entraîneur en pleine bourre et puis qui réussit très bien, donc c'est peut-être plus simple. Mais c'est pareil, il y avait un problème de neuf à Leverkusen avec les différentes blessures de Schick, Azmoun qui n'a pas forcément réussi et Losek qui a besoin encore pour l'instant d'un temps d'acclimatation. Lui, il est arrivé, bon, c'est comme s'il était là depuis 3 ans, quoi, enfin un minimum. Donc franchement, bravo aux Nigérians pour cette acclimatation. Et je pense qu'à la CAN, il va un peu manquer à Leverkusen tout de même si Patrick Schick est en train de revenir et que pour l'instant, ça se passe plutôt bien parce qu'il a bien triplé lors du dernier match. Donc on verra comment ça se passe. Petite passe décisive au copain Valfoot. Il a fait une vidéo sur Leverkusen, j'apparais d'ailleurs dedans. Donc si vous voulez lui faire un petit tour, il a fait un reportage sur place, c'est vraiment une super vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai le lien en description. On va ensuite parler d'un de mes joueurs préférés. On va parler d'Isco au Real Betis et je suis vraiment trop content de pouvoir parler en bien d'Isco parce que j'avais l'impression que malheureusement Isco c'était un peu fini parce qu'au Real Madrid ça a été assez compliqué à la fin de parcours. Il a essayé de rebondir à Séville où ça a été très 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 compliqué. Même si Séville en ce moment, bon voilà, c'est un beau bourbier. Le bourbier de Séville d'ailleurs, c'est cadeau. C'est la petite blague de Noël. Mais ouais, franchement Isco c'était presque insoupçonné. Il est vraiment trop fort. Il a été eu plein de fois homme du match. Sert parfaitement, enfin en fait on retrouve le Isco qui a sa qualité de passe, sa qualité de technique complètement folle et je suis trop content de revoir Isco à ce niveau là, franchement ça fait vraiment plaisir. Bon il est pas appelé en équipe d'Espagne encore, bon après faut pas en attendre trop de la part de Luis de la Fuente. En tout cas j'ai assez hâte de voir Isco et Fekir en pleine possession de leurs moyens ensemble. Je crois que ça va pas louper un match du Real Betis parce que c'est deux joueurs que j'aime vraiment beaucoup et ouais c'est trop cool de revoir Isco. Il y a une rumeur à un moment qu'il a envoyé à l'Union Berlin en janvier et j'étais un peu sceptique en me disant ouais Isco en ce moment c'est peut-être pas le joueur qu'il faut à cette équipe, il est pas forcément voilà au mieux, ça s'est pas fait par rapport à une histoire de salaire, quelque chose comme ça, et le revoir comme ça briller au Real Betis sous Pellegrini, parce que Pellegrini c'est un joueur qu'il a eu notamment à Malaga en début de carrière et c'est lui qui a lancé Isco, donc c'est un entraîneur qui le connaît vraiment bien et c'est pourquoi il est dans les parfaites conditions pour pouvoir montrer toute sa palette technique et ses qualités techniques et bravo à lui. On va ensuite passer au fameux joueur de Leverkusen qui est parti. On va parler de Moussa Diaby à Aston Villa. On aurait pu parler de Pau Torres, qui est pour moi un des meilleurs défenseurs de la saison pour l'instant. Mais je vais plutôt me pencher sur Moussa Diaby parce que l'intégration est vraiment bonne et j'avais peut-être quelques doutes le concernant, notamment d'un point de vue physique et d'un point de vue tactique parce que c'est un ailier qui est virevoltant mais qui est pas forcément le plus physique ou le plus qui résiste pas le mieux au duel. Et j'avais un peu cette crainte d'un point de vue impact. Et au final, Unai Emery en fait le fait pas jouer sur un côté, il le fait jouer dans l'axe en général. Et même quand Unai Emery ne joue pas en 4-4-2 mais qu'il est plutôt sur un 4-5-1 comme on a pu le voir avec Manchester City
ou contre Arsenal, et ben il a plutôt mis Bailey. D'ailleurs Bailey s'est blessé, du coup Diaby est rentré à la mi-temps. Mais c'est pour Unai Emery, Diaby c'est vraiment un joueur d'axe et ça lui correspond très très bien. Je trouve que sa doublette avec Watkins marche vraiment excellemment bien. Donc c'est vraiment une belle réussite pour cette équipe d'Aston Villa qui fait d'ailleurs un très très bon début de saison. Et voilà, c'est bravo à Aston Villa bravo à Aston Villa en tout cas d'avoir pris Moussa Diaby qui était pas très loin de partir en Arabie Saoudite. Et quand on voit son début de saison à Villa, franchement ça aurait été vraiment un vrai regret de ne pas pouvoir profiter plus de l'international français. On espère d'ailleurs que Didier Deschamps, même si c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de concurrence, et le fait qu'il soit placé dans l'axe, ça aide peut-être pas forcément Deschamps à pouvoir le remettre dans l'axe, mais on espère quand même que Deschamps va voir ses matchs parce que c'est un joueur qui est vraiment excellent. On est à l'avant-dernier transfert, hein. En tout cas si la vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner si c'est toujours pas fait, hein. Merci encore pour la force dernièrement, et on va parler de Declan Rice, forcément. Bon, Declan Rice, ça a été un très très gros transfert, hein. Plus de 110 millions pour un joueur qui reste 1 an de fin de contrat. Comme je l'ai expliqué pour les flops, hein, c'est un joueur anglais dans un concurrent anglais, voilà, on sait que c'est assez compliqué. Et Declan Rice, c'est Monsieur Plus en fait. Moi j'ai envie de l'appeler Monsieur Plus parce que il apporte ce supplément d'âme au milieu, il apporte toute cette sérénité, cette stabilité au milieu de terrain, voilà, c'est le mot que je cherchais. Thomas Partey, l'année dernière, il avait pas fait un mauvais début de saison, notamment en première partie de saison. Il était vraiment bon, mais je trouve que Declan Rice, il a encore élevé plus le niveau d'Arsenal, et c'est vraiment cette pierre angulaire de cet effectif d'Arteta. C'était vraiment presque le chaînon manquant, même si pour moi, je pense qu'il faut quand même essayer de recruter un attaquant, parce que Gabriel Jesus, moi, je sais qu'il y en a plein qui sont pas d'accord avec moi, parce que j'en ai déjà parlé, et il y a aucun problème avec ça, je veux bien entendre moi vos avis, j'ai aucun souci avec ça, mais je suis pas le plus grand fan de Gabriel Jesus et Nketiah. Il est bon, mais il est pas non plus incroyable, donc je pense que un bon attaquant devant, ça ferait quand même du bien, mais ouais, Declan Rice, c'est vraiment un super joueur, c'est vraiment un bon milieu de terrain qui apporte vraiment beaucoup, et je pense à cette pétition d'un supporter d'Arsenal qui a fait une cagnotte pour que West Ham récupère un peu plus d'argent parce que c'était pas assez cher vendu. Ouais, j'ai trouvé ça assez marrant. Et pour le dernier joueur, on va parler de Loïs Openda à Leipzig. J'aurais très bien pu parler de Xavi Simons sans prêt, bien entendu. J'aurais même pu parler de Castello Luqueba. Bon, c'est vrai que lui, quand il arrive, on se doute que ça va plutôt bien marcher. Quand on se dit il va signer à Leipzig, on se dit ouais, ça devrait marcher, il devrait pas y avoir de soucis, surtout sous Marco Rose. Hein. C'est vrai que Leipzig était plutôt dans une bonne forme. Et c'est vrai que le voir mettre 11 buts et 4 passes décisives en 16 matchs, c'est une très très belle performance. Mais alors je vais pas enlever de mérite à Openda, et bravo à lui quand même de s'être acclimaté. Mais je trouve que le mariage, il s'annonçait presque évident. Surtout que là, il lui arrive quand même de jouer quand même pas mal avec deux attaquants. Et Openda, il sait pas être forcément tout seul en pointe. Alors vous allez me dire qu'à Lens, il jouait en pointe, oui, mais c'était quand même une animation technique où on avait un Openda qui redescendait tout de même très bas pour pouvoir, par exemple, jouer avec un Sotoka, avec ses pistons, même avec Fofana des fois. C'était vraiment un joueur qui était bas sur le terrain, donc il avait toujours ce besoin de toucher le ballon et de pouvoir s'appuyer sur des partenaires pour briller. Et donc dans cette tactique de Leipzig, forcément, ça marche très très bien. Et il sera pas meilleur buteur, je l'avais mis en prédiction. J'avais dit qu'Openda serait meilleur buteur, mais bon, quand j'ai tourné la vidéo, Kane n'était pas encore arrivé. D'ailleurs, je le dis dans la vidéo, je dis qu'avec Kane, ça risque d'être quand même bien compliqué. Il y a Serhou Guirassy également qui est très très bon. Et si je parle pas de Serhou Guirassy, d'ailleurs, dans cette vidéo, c'est que il est arrivé en fait l'année dernière en prêt. Il a signé cet été, certes, mais il est arrivé l'année dernière. Donc c'est pourquoi je trouvais que c'était pas forcément adéquat d'en parler, même si je comprends que vous l'attendiez. En tout cas, Openda, ouais, vraiment une belle réussite pour Leipzig. J'espère que la vidéo vous aura plu. Écoutez, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner, comme d'habitude. On se retrouve fin de semaine pour une petite vidéo. On fera un peu un bilan sur cette année 2023 et on se projettera un peu sur 2024 parce que j'ai quelques trucs à vous annoncer, donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction à l'heure où vous regardez la vidéo et prenez soin de vous. Tchuss!